Bonsoir, nous sommes ensemble pour 2 heures d'échanges feutrés, de confidences, de partage sur Europe 1. 2 heures de direct, 2 heures volées à la nuit pour se parler. C'est ce que je vous propose tout de suite au 39 21 où vous serez accueillis ce soir par Assiba et Clémence sous l'œil du maître de cérémonie Philippe Chartier qui officie en régie. Et cette émission ne serait pas ce qu'elle est sans vos réactions que vous pouvez nous livrer à tout moment par courriel sur le site europe1.fr ou par SMS au 7 21 21 code nuit. Si vous n'avez pas les doigts trop gelés, c'est vrai qu'hier vous étiez un petit peu moins nombreux à réagir par SMS. Je me suis dit tiens, ils ont l'onglet les doigts gelés. Alors j'espère que vous avez vos mitaines les amis et on attend vos réactions. 39 21, je vous attends. Europe 1, Caroline Dublanc. Europe 1, la hotte de Noël. C'est plus de 2000 cadeaux à gagner. Et oui, Noël approche à grands pas. Toujours pas de Père Noël, il se cache dans les couloirs d'Europe 1, mais je peux vous dire que sa hotte de Noël est bien là, bien présente. Alors qu'est-ce que vous allez pouvoir glisser sous le sapin si vous êtes les heureux gagnants de la hotte de Noël Europe 1? Eh bien, jusqu'à 1h, vous pouvez jouer pour gagner un lecteur MP4, une sélection des coups de cœur d'Europe 1, un DVD Nicolas Canteloup, The Rider, CD Top 50 et plein d'autres surprises. Alors vous pouvez tenter votre chance en nous appelant maintenant sur le 39 21, 34 centimes par minute ou en envoyant un SMS avec le mot Noël, N-O-E-L au 7 21 21, 50 centimes plus le coût d'un SMS. Et si vous voulez voir déjà tous ceux qui ont gagné dans les émissions, vous pouvez aller sur le site www.europe1.fr. Europe 1. Bonsoir Eddy. Oui, bonsoir Caroline. Bonsoir. Voilà, j'ai c'est un petit et un gros problème en même temps. C'est que je suis avec une personne en ce moment. Et donc ça va faire un peu plus d'1 mois qu'on est ensemble. Ça fait 5 ans que je la connais, qu'on était amis, mais bon, on se parlait pas trop sur le net. Oui. Et là, mon ami m'a laissé tomber après 3 ans de relation et on s'était paxé et du coup on a tout rompu. Il est parti de la maison en moins d'1 semaine. Et je l'ai revu, on a commencé à parler ensemble et on s'est mis à 2 en fait. Et moi je suis séropositif et en fait on a eu un rapport sexuel et le préservatif a cassé en fait. Donc c'est là que j'ai dû lui avouer que j'étais séropositif à mon nouvel ami et en lui disant faut que tu vas vite à l'hôpital pour avoir la trithérapie parce que je suis séropositif. Et du coup là ça a acheté un froid. Et depuis ce temps, il est vraiment froid avec moi. Des moments, pendant 24-48 heures, j'ai pas de nouvelles. Il se renferme sur lui-même, il a peur de cette maladie. Donc, moi, je sais pas quoi faire exactement avec, parce qu'il m'a dit, tu aurais pu le dire avant et tout. Et je dis, oui, mais comprends-moi, c'est pas en 1 semaine que tu dis à la personne,
cette chose-là. Mais attendez, il y a une chose que j'ai pas compris, Eddy, permettez-moi. Vous dites, vous me parlez d'un homme là que vous connaissez depuis 5 ans et vous êtes ensemble depuis 1 an. C'est pas... Non, depuis 1 mois. Ah, depuis 1 mois, pardon, oui, Ouais. c'est moi qui ai mal compris. Mais donc, vous connaissez depuis 5 ans, mais vous n'aviez jamais parlé, évoqué votre séropositivité. Non. Non, d'accord. Oui, et là, donc, vous êtes devenu amant depuis 1 mois. Voilà. Et il y a eu c'est malheureusement lorsqu'il y a eu cette rupture de préservatif que, eh bien, évidemment, vous avez dû annoncer votre séropositivité pour qu'il puisse faire le nécessaire. Oui, voilà, parce qu'on dit qu'il faut y aller sous les 12 heures. Bien donc, sûr. Lui a été tout de suite dans l'heure. Mm. Donc il y a eu le traitement préventif tout de suite, mais bon, il y a On l'a mis sous trithérapie. Voilà, et il y a une phobie de cette maladie, donc... Bah, ça se comprend. Oui, mais bon, qu'est-ce qui se passe là, en ce moment? C'est la dernière fois, pendant 48 heures, j'ai pas eu de nouvelles de lui. Donc je m'inquiétais vraiment, j'ai essayé de le trouver dans le bottin, je l'ai pas trouvé, parce qu'il vit encore chez ses parents. J'ai tout fait pour essayer de le contacter, il répondait pas à mes messages, j'ouvrais son portable, il le refermait automatiquement. Et j'ai reçu un texto au bout de 2 jours en disant « Je me terre chez moi, j'ai pas envie de sortir, j'ai envie de parler à personne. » Voilà. Oui, il doit être très angoissé. Là, je l'ai vu dimanche. Il a pas voulu rester à la maison, donc on est sorti, on a été se balader, tout ça. Je lui changer les idées en ne parlant pas de cette maladie. Ouais. Et lui, il remettait ça sur le sujet, sur la table en fait. Ce sujet sur la table. Tant qu'il n'aura pas, à mon avis, un résultat. Tant qu'il n'aura pas les résultats de son test et qu'il ne sera pas libéré, il va être... Il fait, pour l'instant, je vais avec une épée de Damoclès sous ma tête parce que Voilà. il y a déjà un problème avec ses intestins, c'est-à-dire que ses intestins ne marchent pas bien. En fait, ils font ce qu'ils veulent, donc là, en plus, avec le traitement, il y a des douleurs intestinales assez douloureuses, en fait. Oui, c'est lourd, la trithérapie, évidemment. Et du coup, oui, mais bon, il me dit des choses et alors il fait oui, après qu'on a eu dans 1 mois quand on aura les résultats, donc il les a début janvier pour savoir s'il l'a ou pas, mais moi je lui ai dit, je fais t'as rien à craindre. Parce qu'en fait, moi je suis déjà sous trithérapie. Moi je la prends depuis un peu plus d'1 an maintenant. Je dis mais ma charge virale est indétectable dans mon sang. Donc en fait, si je vais dans un laboratoire faire un test, ils pourront pas dire si j'ai le virus ou pas. Oui, donc ça c'est encourageant. Voilà, moi c'est-à-dire que vous avez une charge virale très très faible en ce moment. Voilà, il y a même vu le médecin que moi je vois à l'hôpital, parce qu'il a dû aller 3 jours après à l'hôpital voir le médecin et l'infirmière pour qu'il lui explique tout. Oui. Et vous y êtes allé avec lui? Non, j'ai dit il a été tout seul, il a voulu y aller tout seul. Et en fait, il a vu mon médecin, donc mon médecin a pris mon dossier, il a tout regardé mes résultats, il a dit sa charge virale est indétectable, donc le risque est vraiment, il fait vous avez 1% de chance de l'avoir. 1% de risque de l'avoir. Voilà, 1% par rapport à une personne qui serait pas sous trithérapie. Et oui. Donc, sachant qu'il a déjà démarré la trithérapie, ils lui ont fait quand même, étant donné évidemment votre séropositivité. Mais c'est ce que j'allais dire. Est-ce que j'allais vous poser la question, vous savez où vous en êtes, et puisque vous êtes suivi de votre charge virale. Donc là, oui, c'est un indicateur extrêmement rassurant. Oui, voilà. Oui. Mais là, il n'est pas dans quelque chose de rationnel, Eddy. Il est dans une angoisse qui dépasse tous ces éléments objectifs. D'accord. Parce que moi, mais bon, qui se terre comme ça, qui me répond pas, quand son portable est fermé, j'essaie de l'appeler, tout ça, pour prendre de ses nouvelles, tout ça, son portable est tout le temps fermé, donc moi, là, je lui ai envoyé 2 messages, un hier, un aujourd'hui. J'ai eu les accusés de réception seulement ce soir à 23h. Je dis non, je sais pas ce qu'il fait. Je sais même pas si je l'appelle, si son portable va être ouvert ou s'il a juste ouvert son portable, il est texto et il refermait son portable directement. Donc, il a quelqu'un à qui en parler? Il peut. Il en a parlé à son frère. D'accord. Donc son frère, lui, c'est clair et net, il veut me voir pour me casser la gueule. Donc lui, il m'en veut vraiment parce qu'il a dit il est salaud d'avoir fait ça. Je dis oui, mais je dis tu peux pas le dire. Moi, je lui ai expliqué après. Si tu veux, j'ai une discussion avec ton frère. Je dis moi, on peut pas dire ça à une personne que tu connais à peine, dire ça tout de suite. Surtout que le milieu homosexuel est un milieu
assez vache, comment dire ça. C'est-à-dire que tout se sait. Vous allez dire quelque chose, vous êtes sûr que si vous allez toujours dans la même boîte ou dans le même bar, après tout le monde le sait. Donc j'ai dit, ça se dit pas non plus à n'importe qui. Mais quand il dit que vous êtes salaud d'avoir fait ça, c'est comme si vous aviez fait volontairement. Enfin, Non, il ne s'agit évidemment pas de cela. Non, parce que si vraiment j'y lui ai dit, si vraiment j'aurais voulu être salaud, je te l'aurais caché, je t'aurais rien dit, et puis voilà, puis tu l'aurais peut-être chopé. Je dis là, je te l'ai dit franchement tout de suite aussitôt que j'ai vu qu'il y avait eu rupture du préservatif. Oui, mais il réagit. Son frère est sous le coup de l'émotion et de la colère. Mais pourquoi vous parlez? Vous avez peur que le frère divulgue votre séropositivité? Non, ça, je m'en fiche parce que toute ma famille est au courant. Votre famille est au courant? Ouais, d'accord. J'ai des amis aussi qui sont au courant. Non, parce que malheureusement, c'est encore très tabou, c'est-à-dire ça fait partie des maladies dont c'est déplorable, dont on n'ose pas parler. Voyez, c'est qu'est-ce que je lui ai dit. Tu te rends compte, toi, tu l'aurais, tu rencontres une personne tout de suite au premier rendez-vous, tu lui dis comme ça, voilà. Donc tu parles avec, compliqué. Et après tu lui dis que je suis séropositif, la personne se sent au courant parce qu'elle y connaît rien. Et même lui, il me l'a dit. J'ai fait des recherches sur Internet. J'y connaissais vraiment rien non plus à cette maladie. Oui, et pourtant, évoluant étant un jeune homme, je veux pas stigmatiser, puisque la séropositivité concerne toutes les personnes, et pas seulement, évidemment, les homosexuels. Mais c'est étonnant quand même qu'il n'y connaisse rien. Oui, voilà. Parce c'est quelqu'un c'est étonnant qu'il se soit pas du tout renseigné. C'est quelqu'un quand même il a quel âge? Il va avoir 30 ans. Ouais. Mais pareil, mais même vous posez la question aux homosexuels ou aux hétérosexuels, ils y connaissent rien. Ils connaissent rien au traitement, ils connaissent rien à la maladie. Comme là, il y a téléphoné. C'est vrai, remarquez, oui, puisque à un moment on confondait même, des gens pensaient que la trithérapie, pensaient que c'était un vaccin. Enfin, il y a beaucoup de confusion qui sont faites. Mais même c'est comme pour l'espérance de vie, tout le monde croit qu'on peut vivre que 20 ans avec la trithérapie, mais non, on vit normalement. Tout à fait. 70, 80, 90 ans, on vit comme une personne normale. Donc je lui ai dit, c'est vrai que le seul contrainte, c'est que moi je suis obligé de prendre des cachets à vie maintenant. Oui, et c'est un traitement lourd. Voilà. Il y a des effets secondaires assez lourds, mais ça disparaît assez vite en fait. Parce que c'est juste le temps que le corps s'y habitue. Depuis combien de temps êtes-vous séropositif, Eddy? Depuis 2000, je l'ai appris en 2006. En 2006. Et apparemment, j'ai été contaminé en août 2005. De la même façon? Par un rapport avec une personne, mais certainement que le préservatif a craqué, qui n'a rien dit, soit qu'elle le savait pas. Elle le savait pas, ou qu'il n'en a pas parlé. Soit elle parlé. le savait, ou elle n'en a pas parlé. Donc vous aviez quel âge à ce moment-là, en 2006? 26 ans. Ouais, vous étiez très jeune, Oui. Mais bon, c'est vrai, de toute façon, moi, là, comme lui, il a des idées assez noires. Je lui ai dit, moi, quand en 2006, on me l'a appris, en plus, c'était une mauvaise période, c'était le jour de l'anniversaire à mon père. Je vais chez le médecin le jour de l'anniversaire à mon père, le médecin me dit, assis-toi, j'ai quelque chose à te dire. Je fais, oui, qu'est-ce qu'il y a? Et en fait, ils mettent pas de gants, ils le disent tout de suite, j'ai une mauvaise boîte et séropositif, voilà, pouf, hop, je vous balance ça comme ça. Puis voilà. Mais qui vous l'a annoncé? Moi, c'est mon médecin. Oui. Il y a eu les résultats par le laboratoire. Oui, vous tutoyez, donc vous aviez un rapport. Voilà. Oui. Il me suit depuis. Oui, vous connaissez le médecin de famille. Voilà, donc. Il vous l'a annoncé comme ça. Ouais, voilà, mais bon, ils mettent pas de gants quand c'est comme ça. C'est vrai que. Donc là, le jour-là, c'est clair et net, je suis ressorti de là, j'étais complètement démoralisé. Je me suis mis au volant de ma voiture, j'ai commencé à pleurer, et la première chose que je voyais, c'était un arbre pour me mettre dedans. Je dis, je peux pas vivre avec ça toute ma vie. Et puis après, j'ai dit comment ça annoncer ça à mes parents et tout. Et une fois, en fait, ma sœur s'est disputée avec ma mère parce qu'elle aussi, elle a une maladie génétique. Et j'ai dit, tu comprends pas la souffrance que certaines personnes peuvent avoir. Pourquoi? Elle fait, oui, mais toi, tu peux pas comprendre, t'as rien. Je fais, si, j'ai quelque chose, mais beaucoup plus grave que toi. Et là, ma mère est venue me voir, elle a dit, la chose plus grave que ta sœur, c'est que t'es séropositif. Je lui ai dit oui. Je lui ai dit, je l'ai appris il y a 6 mois que je l'avais. Et donc là, ma mère, l'a très bien accepté. C'est vrai qu'elle a été voir le médecin pour s'informer un peu parce que elle avait aussi un peu peur, mais le médecin l'a rassurée. Il a dit, vous vivez normalement avec. Il fait, il y a rien à craindre. Il fait, faut pas.
quand il boit dans un verre, faut pas jeter le verre à la poubelle après. Oui, bien sûr, ça ne s'attrape pas de cette façon-là. Voilà, il lui a expliqué comment il fait, même s'il secoue, qu'il y a une tache de sang par terre, il fait, vous pouvez ramasser le sang sans problème. Oui, parce que c'est un virus qui, heureusement, est fragile, à l'air libre, il est détruit, hein. Il faut, voilà, mais ça a été toutes les hantises où on se souvient de cette époque où, effectivement, il y avait cette peur de boire dans le verre d'une personne séropositive. Bon, heureusement, aujourd'hui, on sait que la transmission ne se fait pas de cette façon-là. Non, voilà, donc, mais bon, là, moi, moi, je suis sous très rapide, donc je lui ai dit, t'as vraiment peu de chance de l'avoir. Il fait oui. Oui, mais lui, il est dans quelque chose de, encore cette, voyez-vous, quand ça vous est tombé dessus, bon, vous avez le diagnostic, ça vous est tombé dessus, mais lui, il se dit, il peut être dans cette vision où je vais être malade, je vais avoir cette maladie, je vais être malade, et il est effondré, il se terre, comme vous dites, bon. Et puis, il peut aussi vous en vouloir. Oui, je pense qu'il m'en veut quand même un peu. Parce que, à chaque fois, voire beaucoup. Dimanche avant de venir, il m'a dit, j'angoisse très fort avant de te venir, j'ai très mal au ventre à cause de ça, mes intestins sont en train de se retourner, j'ai très mal au ventre et tout. Donc en plus, il est mal, oui. Alors, en plus, s'il a des problèmes d'intestin, tout ça doit lui faire très peur. Si en plus, il est anxieux, évidemment, l'anxiété peut jouer là-dessus, hein, et donc il peut somatiser. C'est-à-dire que il a pas forcément là de problème manifeste là-dessus, mais son anxiété fait que ça se porte sur son point fragile et il doit être très mal. Donc je crois que ça serait, pour le moment, c'est compliqué votre position. Vous voyez, je reçois un message là par SMS du valet de cœur qui dit il a peur et vous êtes l'origine de cette peur et il se sent trahi peut-être par ce non-aveu de cette maladie. Je crois qu'il faut attendre ces résultats d'analyse. Et à ce moment-là, je pense que les choses pourront se clarifier. Mais à mon avis, c'est votre relation. Je ne vois pas comment ça peut évoluer. Tant qu'il ne sera pas rassuré par des résultats. Là, c'est que je lui ai posé la question aussi. Je fais, si au mois de janvier tes résultats reviennent négatifs, comment ça va se passer? Il faudra qu'on reprend tout à zéro. Et je l'ai regardé, je fais, reprends tout à zéro. Je fais d'accord, mais je fais avec ou sans moi. Et il m'a répondu comme ça, pour l'instant, je ne sais pas. Mais je crois qu'il ne peut pas savoir. Parce qu'il m'a dit, si vraiment ça revient négatif, va falloir changer toutes nos habitudes pour les rapports sexuels, tout ceci, cela. Il n'y a pas de pénétration pour les rapports sexuels, il n'y a pas de pénétration. Je dis, la solution, c'est qu'on met 2 préservatifs. Comme ça, on est sûr que s'il y en a un qui craque, le deuxième est toujours là. Qui dit ça? Moi. Ou surtout pas. Parce que surtout pas, hein. En mettre 2, ça ne protège pas plus, hein. Au contraire, c'est prendre le risque, qu'il y ait un plus grand problème. Parce que moi, je lui dis. On met pas, ça. Il faudrait que vous en parliez avec des personnes de SIDA Info Service. Vous n'êtes pas le seul à penser que justement, on va mettre une double protection, et au contraire, ça crée un glissement. Ça peut provoquer justement. Je suis pas spécialiste en la matière, mais je sais que 2 préservatifs. Normalement, le préservatif, s'il est bien mis, s'il est adapté, ne doit pas craquer. Quand on voit un préservatif, avec les tests d'étirement maintenant, ça peut arriver, mais il y a des problèmes, il est peut-être pas adapté, ça, il faudra vraiment en parler, avec quelqu'un de spécialisé, mais en tout cas, c'est pas le fait d'en mettre 2 qui sera une meilleure protection. D'accord. Je reçois des SMS aussi. Il y a Petite Plume qui dit un préservatif peut toujours craquer. Personnellement, je trouve que l'on doit la vérité à l'autre. C'est loin d'être anodin quand même. Il y a la petite souris aussi qui envoie un mail en disant: je pense qu'au moment de passer à l'acte, en cas d'accident, le fait de me cacher la séropositivité me ferait perdre confiance en la personne.
Et Nelly, elle dit, pour Eddie, on peut comprendre que son ami soit inquiet. Toutefois, c'est honnête de l'avoir prévenu. Laissez-lui le temps de digérer l'événement. Et bon courage pour vous. Il y a également Coco qui dit vous devez prendre le fait que vous n'avez pas parlé de votre séropositivité avant, au cours des 5 ans, comme une trahison. Il a peur et ça se comprend. Maintenant, on comprend. Moi, je voudrais revenir un peu sur ces messages parce que évidemment, quand on est extérieur, on se dit ah oui, mais il faudra en parler avant. C'est pas honnête de pas en parler. Mais il faut encore voir comment la séropositivité, et quand on est séropositif, on n'est pas malade du sida, hein, c'est-à-dire qu'on est le virus n'est pas activé dans le corps, c'est tout il est présent, mais il n'est pas activé, c'est tout c'est justement le but de ces trithérapies, de faire qu'il soit présent, mais qu'il reste. En fait, avec la trithérapie, dans le sang, il est plus présent en fait. Il est endormi. Il est endormi, c'est ça. C'est comme si mais il reste présent, hein, quand même. Oui, mais il est endormi dans une partie du corps. Voilà. En fait, mais il est présent dans le corps. Il est là, mais on l'endort, si vous voulez. Donc il peut pas provoquer de maladie opportuniste. Normalement, il est présent sur les globules blancs. Oui. C'est-à-dire qu'à chaque fois, il marque un globule blanc quand il est fabriqué. J'essaie de faire simple, oui. Et en fait, là, avec la trithérapie, ça l'empêche de marquer les globules blancs. Donc en fait, il peut plus se multiplier en fait. Mais ce que je veux dire, c'est que cette maladie, malheureusement, est encore les associations, les gens qui travaillent avec des personnes séropositives disent qu'il y a une profonde discrimination. Autant une personne atteinte d'un cancer peut en parler, et il y aura de la compassion autour d'elle, autant une personne séropositive rencontre encore beaucoup de rejet, d'agressivité, voire de violence. Donc, il y a quand même une très grande stigmatisation. C'est pas anodin que ça soit une maladie liée à la sexualité. Ça renvoie à tous nos interdits liés autour de la sexualité. Il y a aussi, pendant longtemps, ça a été considéré le sida comme étant la maladie des homosexuels, ce qui évidemment n'est plus le cas aujourd'hui. Mais il y a des choses qui traînent et qui sont difficiles pour les gens qui sont porteurs de cette maladie. De la même façon, vous l'avez dit vous aussi, Eddie, c'est compliqué de dire à quelqu'un avant d'avoir un rapport sexuel, oui, je suis séropositif, parce que mettons-nous simplement dans la situation où je donne un exemple, peut-être que tout le monde peut avoir vécu. La difficulté parfois à dire à quelqu'un, dire à l'autre comment mettre le préservatif quand c'est un premier rapport avec une personne. Situation qu'on soit un homme ou une femme, hein. Dire le moment où il va falloir dire on va mettre un préservatif. C'est pas si simple que ça de dire à l'autre. Alors aller dire je suis séropositif. Donc oui, évidemment le préservatif s'impose. J'ai envie de dire c'est plutôt à nous tous d'avoir ce réflexe. De toute façon, dans tous les cas de figure, que il n'y a pas de vaccin qui existe, et d'être conscient que il y a malheureusement toujours ce risque qui existe, et actuellement la seule façon qu'on a de se protéger, c'est le préservatif. Oui, voilà, mais c'est vrai que... Et de pas attendre que l'autre personne nous dise je suis séropositif. Et après, oui, quand la relation de confiance, il faut comprendre que c'est pas que la personne cherche à nous mentir délibérément, mais quand la relation de confiance s'installe, la personne peut parler aussi de sa séropositivité. Mais si c'est une relation parfois d'un soir, d'une semaine, ou même là vous connaissiez cette personne depuis 5 ans, mais de là à parler de quelque chose d'aussi intime, c'est plus compliqué, parce que aussi parler de sa séropositivité à quelqu'un, c'est prendre le risque que l'autre, après, parce que à un moment ça va pas bien se passer dans la relation, aille divulguer cela,
et prendre le risque d'être stigmatisé. Non, je voulais juste répondre à des messages que je reçois ou en me disant oui, mais c'est scandaleux de pas en avoir parlé. Je veux dire simplement que c'est pas noir ou blanc, c'est beaucoup plus compliqué que ça. Surtout que c'est pas facile à dire, parce que c'est vrai que quand vous dites ça à une personne qui est saine, elle, c'est vrai que beaucoup de gens vous posez la question, vous rencontrez une personne séropositive dans la rue, que vous rencontrez et vous dit ça, souvent la personne dit je pourrais pas rester avec elle toute ma vie parce que il y aura toujours un risque derrière de l'avoir. Et ça, il y a beaucoup de gens qui en ont vraiment peur et qui osent pas faire leur vie avec une personne séropositive de peur de l'attraper. Mais bon, si on prend toutes les précautions qu'il faut, il n'y a pas de souci normalement. Non, mais je voulais faire une mise au clair parce que je reçois là en disant désolé Caroline, c'est une maladie qui peut vous pourrir la vie, arrêtez avec la stigmatisation, c'est pas honnête. Si, je suis désolée. Vous n'êtes peut-être pas concernés par ça, mais tous les gens qui travaillent auprès de personnes séropositives vous le diront. C'est pas facile, même aujourd'hui en 2009, d'être séropositif. Et donc le message continue en me disant la vie de l'autre est en jeu, c'est criminel de dire ça, je suis outrée. Tant pis madame si vous êtes outrée. Moi, je m'en tiens à ces propos. Je dirais, c'est à chacun d'être responsable de sa vie et de sa santé, et finalement de pas attendre que l'autre dise. Et quand on a des rapports non protégés, on prend aussi le risque d'être éventuellement contaminé. Surtout qu'il y avait une étude qui avait été faite il y a pas longtemps et en fait on disait que c'était une maladie d'homosexuels et à un certain moment c'était 42% des hétérosexuels qui l'avaient et seulement une trentaine de pourcents des homosexuels qui l'avaient. Donc ça s'inverse là quand même. Hein. Ouais, les dernières études montrent que oui, c'est reparti plus chez les homosexuels, mais à un certain moment c'était parti plus chez les hétérosexuels. Donc là c'est vrai que beaucoup de gens disaient, c'est vrai que tout le monde pense qu'il y a que les homosexuels qui ont cette maladie. Ah non, mais ça évidemment non. Donc cela dit, pour revenir à vous, je suis désolée Eddy, parce que évidemment un tel témoignage soulève bien des questions, hein. Et c'est normal que chacun réagisse, et c'est pour ça aussi que c'est très compliqué, parce que ça renvoie tout le monde, la sexualité, à nos angoisses. C'est des questions essentielles. La sexualité, la vie, la mort. C'est normal aussi que ça suscite des réactions très passionnées, très passionnelles. Et finalement, ça renvoie aussi à tous nos interdits liés à l'enfance autour de la sexualité. Donc, c'est pour ça que cette maladie n'est pas considérée tout à fait comme une maladie comme les autres, comme elle devrait être pourtant. Mais pour revenir à votre situation, je pense que je rejoins le mail de Nelly qui dit que il faut lui laisser le temps de digérer l'événement. Et qu'à mon avis, tant qu'il n'aura pas les résultats, et des résultats, d'après ce que vous dites, qui seront certainement très rassurants, étant donné que il a été mis sous trithérapie tout de suite dans les temps, que votre charge virale est extrêmement faible puisqu'on ne repère pas le virus dans le sang, donc ça devrait très bien se passer pour lui. Il va être dans quelque chose d'une anxiété telle qu'il peut pas renouer, même vous voir, c'est compliqué. Après, c'est vrai que je vous cache pas qu'il y a le risque qu'il se soit fait une telle frayeur, que ça soit qu'il y ait aussi quelque chose qui vous en veuille, qu'il s'en veuille à lui, enfin, vous voyez, d'une telle culpabilité, d'un ressentiment vis-à-vis de vous, que votre relation peut en pâtir. Hein. Oui, de toute façon, ça, je sais très bien. Je pense que, voilà, vous en êtes conscient. Et puis on verra bien ce qui se passe après quand il y aura ce résultat. Et voir ce qu'on va faire exactement. Oui, mais là je pense que vous avez fait ce que vous pouviez, c'est-à-dire le rassurer par rapport au fait que vous avez vu le médecin, peut-être lui proposer. Et puis, d'aller voir peut-être une association, d'aller voir ou d'en parler à quelqu'un de SIDA Info Service. Oui, il y a une association AIDS sur Lens, donc certainement d'y aller avec lui et puis qu'on lui explique tout exactement comment ça marche. C'est vrai que là, moi, c'est vrai que j'angoisse aussi un peu parce que moi, c'est pas ça qui me fait plus peur, c'est que quand il me laisse sans nouvelles, que j'ai vraiment pas de nouvelles, et là, c'est vrai que je sais pas ce qui se passe exactement. C'est vrai que ça m'inquiète. Parce que il y a des traits noirs, il pense au suicide et tout, donc c'est ça qui
Parce qu'il a dit, si j'ai cette maladie, c'est clair et net, je pars. Je vivrai pas avec cette maladie. Donc j'ai dit, mais c'est pas la solution. Oui, mais je crois que effectivement, les personnes qui parfois à qui on révèle leur séropositivité peuvent passer par des idées. Vous voyez, il envisage tout et il envisage le pire et il se dit je ne pourrai pas vivre donc avec cette maladie. Ça serait important qu'il rencontre, qu'il dialogue avec des personnes de SIDA Info Service, enfin qui puissent en parler, ou qui voit déjà son médecin, enfin qu'il ne reste pas isolé. Maintenant, je ne pense pas que ce soit finalement au fond avec vous qui soit le plus à même d'en parler, puisque de toute façon, pour le moment, vous êtes à l'origine, d'une certaine façon, forcément, de ces angoisses-là, sur lesquelles viennent se greffer d'autres angoisses. Hein. Oui, c'est clair. Donc, bon, vous pouvez lui dire, moi, je suis prêt. Je suis prêt à en parler avec toi, revenir voir l'équipe médicale ou aller voir une association. Vraiment, si tu veux, ensemble, si ça peut t'aider, c'est important de ne pas rester seul, voilà, pour que tu sois un peu plus apaisé. Je crois que vous pouvez difficilement faire plus en ce moment. C'est ce que je pense aussi. C'est ce qu'une amie m'a dit aussi. Pour l'instant, laisse-le et tu verras par la suite. Donc, je vais faire ça, puis je verrai bien ce qui en est par la suite. Bon. Je vous remercie bien, Caroline, de m'avoir rassuré un peu quand même. C'est vrai que moi, j'angoissais un peu aussi. Et là, au moins, ce soir, ça m'a rassuré quand même un peu sur son état et tout, donc je vais attendre. Oui, je pense que pour le moment, il n'y a pas d'autre chose à faire là. Hein. Je vais en profiter pour pour donner le numéro de SIDA Info Service pour toutes les questions que vous pouvez vous poser justement par rapport à cette maladie. Donc SIDA Info Service, c'est le 0800 840 800 0800 840 800. Voilà, et là vous aurez des personnes particulièrement compétentes qui pourront répondre à toutes vos questions, à toutes vos angoisses concernant cette maladie. D'accord, je vous remercie. C'est anonyme et gratuit, hein, bien sûr. D'accord. On me dit que Corinne est là, alors je ne sais pas, elle voulait réagir. Vous voulez rester avec nous Oui, il n'y a pas de souci, je peux encore rester 5 minutes avec vous. Bonsoir Corinne. Oui, bonsoir Caroline. Bonsoir. Voilà, je m'empresse, je me suis empressée de téléphoner parce que déjà je voulais encourager le jeune homme pour lui dire, apparemment, donc la capote, elle aurait éclaté. Le préservatif s'est rompu, oui. Voilà, alors oui. Ma jumelle qui est séropositive depuis 30 ans, il y a 10 ans, l'ami qu'elle a actuellement, ils se sont connus à Solidel, ils ont eu le même problème. Donc je tiens à dire à ce jeune homme qui s'inquiète pas que le traitement avait vachement bien marché. Il avait pris un traitement comme ça pendant 15 jours qu'on lui avait donné à l'hôpital et il n'a jamais attrapé, il n'a jamais été contaminé. Donc c'était déjà pour lui dire ça et pour l'encourager aussi parce que comme il est séro depuis 2005, pour lui dire que moi ma jumelle, ça fait 30 ans qu'elle l'est et elle est toujours là quoi. Oui, c'est ça, c'est que les gens pensent qu'on vit pas longtemps avec cette maladie. Parce que c'est vrai que dans les années 80, on avait une espérance de vie très basse, mais là, l'espérance de vie est redevenue normale. Mais regardez, ma jumelle, elle fait partie des... quand je vous dis que ça fait 30 ans qu'elle est séro. Oui, alors que à ce moment-là, 30 ans, dites-moi, c'était le tout début, c'est là qu'il y avait, c'était l'hécatombe. Moi, je vous assure, ma jumelle et moi, on fait partie de ceux qui ont battu le pavé avec Act Up. On s'est battu vraiment, et à cette époque-là, c'était l'hécatombe. Et ma jumelle, elle est toujours là, elle est debout sur ses pieds, elle en est à ça, je sais pas combien de trithérapie, elle est toujours là, costaud, et même elle était arrêtée, même elle est retournée travailler. Parce qu'à ce moment-là, les trithérapies n'existaient pas. Hein. Non. Oui, il y a des personnes qui ont développé une forme de résistance et c'est assez exceptionnel. Hein. On a un frère, notre frère, malheureusement, notre frère il était gay, Il vivait en Amérique, il est tombé malade et comme les lois de Clinton avaient changé, on ne soignait plus les étrangers. Quand il avait la fièvre, on l'hospitalisait. Dès qu'il avait plus de fièvre, on l'éjectait de l'hôpital. On l'a fait revenir en France, mais il n'a pas survécu.
Mais moi, ce que je tiens à dire à ce jeune homme, c'est que ma jumelle est toujours là, très costaud, suivie par ici, et elle est toujours sur ses pieds. Et je dis à ce jeune homme aussi, il a raison de ne pas dire tout de suite aux gens qu'il est séropositif, parce que quand on Je le ne dis dit, pas c'est qu'il le a. désert. Je ne dis pas qu'on a raison. C'est-à-dire, voyez, c'est bien sûr que dans l'idéal, dans l'absolu, ce serait mieux. Mais J'expliquais. Voyez, ne me faites pas dire ce que j'ai pas dit. Non, Je dis simplement que pourquoi c'est si compliqué. Oui, pourquoi c'est si compliqué de dire qu'on est séropositif. Voilà. C'est différent. Mais moi, le conseil que je donne, c'est qu'il a, franchement, quelqu'un qui a la syphilis, vous savez, Je sais pas si on peut donner des conseils. La syphilis, ça s'attrape par la salive, hein. Le sida ne s'attrape pas par la salive, Non. hein. Ça, je tiens à le signaler, donc c'est pas Non, la il en peine. faudrait des litres de salive. Non, hein. mais quand même, je tiens à vous dire qu'il faut, moi je le dis en tant que sœur jumelle d'une personne qui est séro, quand on dit qu'on est séro, mais les gens ils disparaissent autour de vous à une vitesse non-stop. Il vaut mieux ne pas le dire que quand on est sûr de la personne. Et c'est pas la peine, il n'y a pas de mal à le cacher, puisque si on se protège, on ne peut pas contaminer la personne. C'est ce que moi je dis. Moi je soutiens ce jeune homme. Il faut pas le dire parce que vous dites à quelqu'un que vous êtes séro, mais la personne elle tourne les talons tout de suite. Hein. C'est le genre de maladie qui fait fuir tout le monde. Mais Caroline. oui, malheureusement, c'est certain. Il y a encore beaucoup à faire. Moi, il y a surtout en France. Moi, je me rappelle une amie. Je lui parle du sida. Elle me dit mais non, moi je ne sors qu'avec des gens bien. Ça c'est un truc qui m'a. Oui. Vous entendez de ces et une personne qui a été à l'école, c'était pas une analphabète. Hein. Non, mais ça n'a rien à voir avec l'intelligence. On est dans quelque chose de nos peurs les plus archaïques. Et je vous dis ça aux gens, la sexualité, la vie, la mort, donc des questions essentielles pour nous tous. Et d'ailleurs, je reçois un message là du Subversif qui dit qui dit comment parler de la mort à l'heure de l'amour au fond. Vous voyez, alors on sait bien qu'Eros et Thanatos, les pulsions de vie et les pulsions de mort cohabitent, mais on n'a pas envie de voir ça. Donc on tient à l'écart. J'ai beaucoup d'indulgence pour tous ces naïfs là qui vous racontent, qui vous disent n'importe quoi. Vous savez, malheureusement, je le souhaite à personne, hein, mais malheureusement. Il faut être touché de cette maladie pour comprendre ce que c'est que cette maladie. Quand on n'est pas concerné, on pense effectivement que ça serait très facile de dire oui, bien sûr, moi j'en parlerai. Mais c'est pour ça que j'ai donné un exemple peut-être un peu simpliste de dire déjà parfois introduire le préservatif dans une relation, simplement, même quand on n'est pas séropositif, c'est compliqué. Hein. J'ai eu des témoignages déjà autour de gens de dire voilà, je sais pas dire à quel moment je vais parler du préservatif. Bon, donc imaginez la charge émotionnelle qu'il y a derrière quand il y a la séropositivité qui est derrière. Donc je dirais que c'est à tout un chacun d'être responsable et de se prendre en charge. Voilà. Si vous le voulez bien, on va devoir marquer une pause musicale, mais vous pouvez rester avec nous. Est-ce que vous avez un petit peu de temps, Eddy Non, là, je vais devoir reprendre le travail. Ah, quel dommage, parce que on aura après cette pause musicale, on aura Petite Plume et Gabriel qui vont intervenir sur ce thème. Vous pourrez écouter. Oui, j'ai un poste au travail, donc j'écoute. Vous travaillez la nuit. Oui, et je vous écoute tous les soirs. Ouais. Oui. Alors là, je reçois un message. Vous savez, les menaces me font absolument pas peur. Au 7 21 21, qui me dit encourager la pratique du silence pour être avocat et travailler pour SIDA Info Action. Ça m'étonnerait fort. En revanche, on va se pencher sur cette discussion de taire à son partenaire. Voyez, je connais les personnes, ce que fait SIDA Info Service, leur action de sensibilisation, de prévention, ils font un excellent travail. Donc je pense que vous êtes avocat comme moi, je suis plombier, parce que franchement dire que vous travaillez pour SIDA Info Service et que me faire dire que j'encourage la pratique du silence,
Voyez, abstenez-vous, ne dépensez pas votre argent pour ce genre de message. Ça vaut pas la peine. Voilà. On va passer un petit peu de musique, ça va calmer un peu les esprits. Et puis, écoutez, bon courage pour votre travail et pour le reste, Eddy. Et vous voulez rester avec nous, Corinne, pour la discussion suivante? Ah, moi, je veux bien parce que je suis prête à répondre aux prochaines ânneries qui vont se présenter, si vous voulez. Oh, il n'y a pas que des âneries, chacun a le droit de donner son opinion, mais c'est vrai que là, quand ça dépasse les bornes, je peux me fâcher aussi. Allez, alors restez avec nous, on passe un peu de musique et on se retrouve après. D'accord. Pour rejoindre Caroline Dublanche, appelez le 39 21, 34 centimes la minute. Voilà, et on retrouve tout de suite... il y a un haut-parleur quelque part, là, j'ai l'impression. J'entends un retour. On accueille Petite Plume. Bonsoir, Petite Plume. Pauline, bonsoir. 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 Oui, alors, déjà, d'une part... je tiens à m'excuser un peu parce que j'étais très très impulsive sur mon SMS et j'étais tellement énervée que j'en ai même oublié de signer. Vous voyez, c'est pas mon habitude pourtant. Ah, c'est vous qui avez envoyé le Oui, SMS. moi. D'accord. Oui, ah oui, d'habitude vous les signez vos SMS. Non, toujours. D'accord. Non, vous me connaissez, vous savez bien que lorsque je pense Oui, quelque chose, il n'y a pas de sous-titres. Oui, mais ça suscite des réactions forcément. C'est ce que je disais, très passionnées, très passionnelles chez des mecs. Très, pardonnez-moi, ça a été très très impulsif. Oh, j'entends. Oui, il y a un haut-parleur là. On va essayer de voir ce qu'on peut faire. Ouais, voilà, ça devrait être réglé. Oui, donc déjà, excusez-moi un petit peu. Mais non, vous n'avez pas. Non, mais écoutez, c'est bien. On réagit à chaud. Parfois, je peux être un petit peu je suis très fatiguée aujourd'hui, mais voilà. Je voulais juste déjà dire bonjour à votre auditrice, aux auditeurs, et puis au jeune homme. Il est toujours avec nous Et non, parce qu'Eddy malheureusement devait reprendre le travail là. Mais il nous écoute. D'accord. Bon, déjà. Voilà. La première des choses, c'est que vraiment, très sincèrement, il n'y a aucune volonté, ni même, il n'y a pas une once chez moi en aucune façon, bien évidemment, je ne veux et je ne stigmatise personne. Bien sûr, ce n'est absolument pas cela. Hein. Soyons très 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 clairs là-dessus. C'est pas du tout mon propos. Simplement, je vais essayer d'être le plus concise et le plus clair que possible. Alors, bien sûr, on peut me dire si ça vous arrivait à vous. Bon, en ce qui me concerne, même pour quelque chose de plus bénin, c'est une question, pour moi, ça n'engage que moi, pour moi c'est une question de responsabilité vis-à-vis de l'autre. Alors évidemment avec des si vous allez me dire, mais bon quand même, je dis ce que je ressens. S'il s'avérait que j'avais une maladie aussi grave que celle-ci, et si j'étais sur le point de commencer une relation avec quelqu'un, même si j'étais sur le point d'avoir une aventure, ne serait-ce qu'une aventure, même une aventure avec quelqu'un, je ne pourrais pas, Caroline, vraiment franchement, je ne pourrais pas ni commencer une relation, ni avoir une aventure sans au préalable, effectivement, en avoir informé la personne, car ça reste quelque chose d'extrêmement lourd et ça peut toujours péter. Et même si maintenant on n'en meurt plus, c'est quand même un traitement mais qui ta vie qui est lourd. Tout à fait. Non, mais ça il faut le rappeler. Hein. C'est pas un traitement anodin. Pardon, je vous coupe. Non, mais vous avez raison de préciser que la trithérapie est un traitement lourd, qui est à vie, et c'est loin d'être un traitement anodin. Oui. Est-ce que je peux intervenir? Attendez, on va laisser développer Petite Plume, qu'elle développe sa pensée, et après vous interviendrez. Je vais pas être longue, non, mais je voulais que pour moi c'était juste une question de responsabilité et que je parle pour moi, je peux parler pour les autres, de toute façon, je suis dans ma tête, je suis pas dans la tête des autres, mais moi je pourrais pas, je pourrais pas me dire, ça se trouve si ça pète, et même si c'est un film, on est tout à fait d'accord, il se peut que la charge virale soit comme on le disait à l'instant, d'accord, très bien, mais je ne pourrais pas ne pas le dire qu'il s'agisse même d'une aventure ou qu'il s'agisse de quelque chose de plus sérieux ou voilà de plus constructif, etc., etc. Pour moi, c'est inenvisageable. Je ne pourrais pas. Pour moi, c'est un peu déroger à ses responsabilités. Je ne pourrais pas. Pour moi, c'est grave. Mais voilà, c'est pour ça. C'est pas du tout parce que il s'agit de la séropositivité, ou si la maladie est déclarée du SIDA. C'est pas du tout. Je fais pas du tout une fixation là-dessus. En l'occurrence, si, parce qu'il y a des maladies qui ne sont pas transmissibles sexuellement.
Pardonnez-moi. Si, parce que vous pourriez être atteinte, je ne sais pas moi, d'un cancer, d'une sclérose en plaques, vous ne seriez pas obligée de le dire. Oui, mais Caroline, ça ne se transmet pas. Je veux dire, il n'y a pas de risque pour l'autre. C'est bien ce que je vous dis. Donc ça porte bien sur cette maladie qui, du coup, a un caractère très singulier. Oui, mais forcément. Si vous voulez, Caroline, ce n'est pas. Il y a quand même risque, plus de mort à l'heure actuelle puisqu'il y a la trithérapie, mais il y a quand même un risque énorme qu'on peut éventuellement faire porter à l'autre mais petite plume, si ça pète. Petite plume. Oui. Jamais je n'ai nié cela. Oui. Individuellement, je pourrais vous répondre de la même façon, mais je ne suis pas là pour vous répondre individuellement, moi. Oui. J'essayais d'expliquer pourquoi il pouvait être difficile d'annoncer sa séropositivité. Les raisons qui faisaient. Bien sûr que dans un monde parfait, dans un monde idéal, on aimerait que on puisse parler, les gens qui sont atteints de cette maladie puissent en parler et que ça ne suscite pas le rejet mais y a pas de rejet de l'autre. Mais oui, dans un monde parfait, dans un monde idéal. Mais nous ne sommes pas dans un monde parfait, dans un monde idéal. Oui, mais il y a la notion de responsabilité, Caroline. On ne peut être que d'accord avec vous, petite plume. Bien sûr, j'adhère complètement à vos propos. Oui. Moi, mes propos étaient de dire que j'essayais de dire pourquoi c'était compliqué de le dire. Alors évidemment qu'il y a des gens qui peuvent être totalement irresponsables, mais que je pense que la grande majorité d'entre eux, ils ne le disent pas parce qu'ils sont irresponsables, mais parce qu'ils ont peur. Finalement, ils ont peur d'être rejetés. Il y a aussi beaucoup de gens qui disent qu'ils n'ont carrément plus aucune relation sexuelle. Peut-être, non mais je comprends mais Caroline, mais ça peut... Je réponds juste à Caroline et je vous laisse parler, madame, pardonnez-moi. Oh là là, ça m'énerve. Non, excusez-moi, mais j'entends très bien ce que vous dites. Non, je vous ai pas dit, je vous ai pas répondu, donc vous pouvez pas savoir ce que... Mais non, mais je parlais à Caroline. Bon alors attendez, petite plume me répond et après Corinne, je vous laisse la parole. J'entends très bien ce que vous me dites, Caroline, mais si vous voulez, moi je parlais d'un point de vue, vous parlez d'une manière, peut-être dans une acception plus globale, et moi je me plaçais, si vous voulez, je me mettais à ma place quelque part. Enfin, je me disais, mais zut, je ferais jamais... Non, effectivement, même pour un truc moins grave, pour parler clair, non, je pourrais pas. Alors, c'est pas une histoire de monde. J'entends ce que vous dites, hein, ne croyez pas. Mais pour être clair, pour être concrète, il y a des choses. C'est pas que je sois inflexible, mais je sais pas, il y a des choses. Non, on fait pas quoi. C'est peut-être dans tous les cas, je vous ai dit ce que je pensais, mais j'entends aussi ce que vous dites, hein, et bon, pardonnez-moi pour ce SMS, voilà. Non, mais il y a aucun souci, petite plume, vous avez le droit de vous exprimer, et encore une fois, je ne plaidais pas pour le silence et je n'encourageais pas à ne rien dire, c'est-à-dire, voyez, à aucun moment je n'ai dit ça, parce que évidemment on ne peut pas conseiller, j'expliquais pourquoi, j'essayais de donner des raisons pourquoi c'est compliqué de dire. Non, mais les raisons, Corinne, à vous, on vous écoute, Corinne. Oui, je vous écoute, madame. Avant d'accueillir Gabrielle. Je vais vous lire une phrase de quelqu'un qui n'est plus de ce monde. C'est lui qui a fait Solensi. Ce monsieur qui a fait Solensi n'est plus de ce monde. Il a sauvé ma jumelle, hein. Parce que il lui a donné de la dignité, il lui a donné de l'honneur. Il lui a donné une très grande dignité. Voilà ce qu'il a écrit, hein. Il a écrit ceci. La mise en pourcentage ne nous dira jamais si tel était aimé ou, virgule, au contraire, virgule, s'il était seul. Alain Danan, Solensi, mars 1993. Je vais vous dire une chose, jeune fille, je ne sais pas quel âge vous avez, mademoiselle Plume. Mais excusez-moi, mais... madame Plume, peu importe, oui, c'est pas une question. Bon, d'accord, soit ne donnez pas votre âge, je vais vous dire, hein. Il y a des gens qui sont très sincères et qui le disent, mais je vais vous... Mais c'est pas une question de sincérité, madame. Vous permettez que je finisse? C'est mon droit le plus absolu. Vous permettez que je finisse? Je vous ai écouté. Bon, vous m'avez dit de vous laisser parler, mais ne parlez pas de mon âge, alors venez-en. Bon, ne soyez pas agressive. Oh, bah écoutez, excusez-moi, je suis comme je suis. Allez-y. Donc, je vous ai lu cette phrase qui apparemment ne vous a pas touché. En fait, cette phrase-là, c'est ma réponse.
Mais c'est peut-être un peu trop existentialiste. Allez, on va, non, on s'agresse pas. Non, on s'agresse pas. Chacun donne, Corinne, chacun donne son point de vue sans s'agresser. Alors, des réactions. Attendez, on va accueillir Gabriel. Non, c'est déjà suffisamment passionné. De gens qui l'ont dit et qui se sont retrouvés tout seuls parce qu'ils l'avaient dit. Mais à aucun moment. Attendez. Caroline. Personne. Et on va s'écouter. Alors, des réactions déjà, le valet de cœur dit: n'oublions pas que le sida a très longtemps et encore maintenant été associé à la mort, et cela joue. Le poids est très lourd à porter et à transmettre. Lula qui dit: personne ne peut jamais savoir comment il réagirait dans telle ou telle situation. Oui, chapeau bas à Heidi malgré tout et courage. Joss qui dit: je suis tout à fait d'accord avec les idées de Petite Plume, tout à fait respectable et honnête. Et la Luciole dit: cela fait beaucoup de bien d'entendre Petite Plume, responsable et totalement intégrée. Et puis vous avez une bise de Sergio aussi. Et moi je suis pas responsable et je suis pas intégrée. Attendez, les messages ils viennent juste d'arriver. Et c'était des messages qui étaient pendant que Petite Plume s'exprimait. Donc il faut leur laisser un peu le temps d'arriver, Corinne. Il y en aura certainement. Alors il y a le message du subversif qui dit: il ne s'agit pas de préconiser de taire sur la longueur, mais de comprendre celui qui ne se refuse pas de vivre et ne s'interdit pas l'amour dès le départ. Mais bien et on va te dire... Mais comprendre, oui, mais on peut toujours tout comprendre, Caroline. Alors Jeanne me dit: attendez, parce que moi aussi, vous voulez répondre, mais moi aussi, je dois répondre à ce que on me fait dire et que je n'ai jamais dit. Jeanne me dit: vous avez oublié, Caroline, vous avez dit, Caroline, qu'il était normal de ne pas parler, que chacun prenne ses responsabilités, vous l'avez oublié. Réécoutez, Jeanne, je n'ai jamais dit qu'il était normal de ne pas parler. J'expliquais, encore une fois, mais c'est compliqué de se faire entendre parfois, pourquoi il était compliqué, difficile pour certaines personnes de révéler sa séropositivité. À aucun moment je n'ai dit qu'il fallait dire ou ne pas dire. C'est une question très personnelle et je ne suis pas là garant de ce qui doit se faire ou ne pas se faire et garant d'un ordre moral en matière de sexualité et de comportement dans la sexualité. Voilà, et dans matière d'ordre de santé publique, parce qu'effectivement, je pourrais faire tous les soirs un prêche sur ce qu'il faut faire dans les comportements. Mais je suis psychologue, je ne suis pas moraliste. On va accueillir maintenant Gabriel. Bonsoir Gabriel. Bonsoir Caroline, bonsoir à tous. Bonsoir. Je suis amusée d'entendre la voix de Petite Plume. Oui, c'est agréable, ça nous permet au moins ce débat d'entendre la voix de Petite Plume. Je suis un peu énervée. Moi, je suis déçue. Mais oui, je comprends bien et moi, j'aimerais bien pouvoir... on se calme et on écoute Gabriel. Non, bonsoir Gabriel. Bonsoir. Et vous savez, moi, j'ai fait de la prévention du sida pendant plus de 10 ans. Je faisais partie d'un service de maladies infectieuses et nous avions monté un spectacle interactif qui était du théâtre et à la suite de la petite pièce il y avait un jeu avec les spectateurs pour leur permettre de réfléchir aux aspects relationnels, comportementaux, affectifs et éthiques qui touchent le domaine de la sexualité et des rapports amoureux. Et ça permettait à chacun de développer ses capacités de communication avec l'autre et de négociation. Une espèce de savoir-être avec soi-même, avec les autres. Et nous faisions simplement réfléchir les gens sur les relations amoureuses, l'amour, la confiance, la liberté. C'est intéressant. Vous allez nous en parler après le journal, Gabriel, si vous voulez bien. Nous dire un petit peu qu'est-ce que ça donnait, ces groupes comme ça dans les collèges et lycées, comment réagissaient les jeunes à ces questions. On a été dans la même position que vous actuellement. Alors, vous allez nous le développer juste après le journal. Merci beaucoup. Ne raccrochez pas.
La nuit continue sur Europe 1 avec un débat passionné autour du témoignage d'Eddie, que je salue, qui doit être à l'écoute à son travail. Il doit un peu bouillir, l'ami Eddie, de ne pas pouvoir réagir à tout ce qu'il entend. Alors au départ, il parlait de sa situation pour ceux qui viendraient d'arriver et se joindraient à nous sur Europe 1. Eddie donc Eddie est séropositif depuis 2006. C'est un jeune homme de 29 ans et qui a malheureusement lors d'un rapport sexuel eu un préservatif qui s'est rompu et son ami avec qui il est depuis un mois, ami qu'il connaît depuis 5 ans, à ce moment-là il lui a annoncé sa séropositivité, donc l'ami a tout de suite été pris en charge médicalement, a eu une trithérapie. Et si vous voulez, le débat fait rage autour du fait, beaucoup d'entre vous disent oui, mais c'est scandaleux, il aurait dû lui parler de sa séropositivité avant. Et effectivement, moi, je disais que, bien sûr, évidemment, ça serait plus simple si on pouvait le dire, mais je parlais aussi encore de la stigmatisation qui existe à l'égard des personnes séropositives et que ça expliquait que beaucoup de personnes n'osent pas parler de leur séropositivité à leur partenaire. Alors, justement, par rapport à ça, il y a justement Harmonie. Il y a beaucoup de messages, mais il y a Harmonie qui en a envoyé plusieurs, et je voudrais en lire quelques-uns, et qui dit que de passion dans cet échange. Et elle dit je ne souhaite à personne évidemment d'être séropositif, de devoir le dire et voir partir l'autre avant que l'histoire ne commence. En revanche, lorsqu'on connaît la personne, elle peut ne pas voir seulement la maladie, mais la personne, car rappelons-nous, ce ne sont pas que des malades. Voilà, c'est dit. Harmonie qui, justement, ajoute que... il faudrait que je trouve son autre mail, que c'était assez joli ce qu'elle disait, parce que c'est vrai que quand la relation démarre, elle dit tout en quelques mots. Il faudrait que je le retrouve. Ça fait évidemment très peur, et là on a tout d'un coup plus que la maladie sous les yeux, alors que avec le temps on prend connaissance de l'autre, on aime l'autre, et finalement on aime cette personne, et parfois on va dépasser nos peurs, parce qu'il y a une peur évidemment panique de cette maladie, et ça je crois pour tout le monde, et qu'on peut quand même décider de rester parce qu'on aime cette personne, alors que la peur fait que au début d'une relation on peut partir. Il faudrait que je retrouve ce mail, mais bon. On a également une réaction, mais on avait une réaction justement de Gabriel qui est avec nous juste avant le journal. Et Gabriel, vous faites de la prévention du sida depuis 10 ans dans des collèges et lycées. Alors vous animez sous forme d'ateliers théâtre, donc auprès d'adolescents. Et alors c'était intéressant de vous entendre, de savoir qu'est-ce qui ressortait un petit peu, comment ces jeunes le vivaient. Alors, c'est très divers, et les réactions que vous avez eues avec vous ce soir reflètent bien combien c'est complexe. Nous, ce que nous faisions, nous amenons les gens à réfléchir sur le domaine de la sexualité, des rapports amoureux, en plus de toutes les informations que nous apportons sur les préservatifs, sur tout le domaine du sida et de la séropositivité qui est très vaste. Ces informations-là sont données par un médecin, ça c'est bien clair. Et les autres animateurs invitent le public à réfléchir sur comment je suis moi dans le domaine de la sexualité, des rapports amoureux,
mais aussi avec moi-même. Quelle confiance ai-je en l'autre, en moi-même? Comment suis-je avec la fidélité, avec la liberté, dans le début d'une nouvelle relation? Quel doute ai-je? Comment suis-je vis-à-vis de la mort, vis-à-vis de ma vie, vis-à-vis du plaisir? Parce que nous disons que l'amour, c'est bon quand c'est dans des relations consenties, que ça soit une relation unique ou plusieurs relations. Il n'y a aucun jugement qui est porté sur le fait que les personnes ont une ou plusieurs relations, qu'elles soient homo, hétéro, ça n'a pas d'importance. Et nous faisons réfléchir les gens sur cela. Comment je me protège moi dans ma vie? Comment je fais attention à l'autre? Est-ce que j'y fais attention ou est-ce que je n'y fais pas attention? Quel sentiment de puissance ai-je vis-à-vis de la sexualité? Comment suis-je par rapport à ces pulsions de plaisir, ces pulsions de mort? Donc, et les gens réfléchissent, parlent entre eux, sont amenés à rejouer certaines scènes avec les comédiens. Donc, c'est totalement improvisé. Et on met en valeur la réflexion de chacun et à quel point les réflexions sont multiples et surtout combien ces réflexions et nos réactions sont différentes en fonction de la position que nous avons, connaissant une séropositivité éventuelle, ne connaissant pas, étant persuadé d'être séronégatif. Vous voyez, voilà, c'est tout. Oui, vous allez très loin. Oui, très loin. Oui, vous envisagez tous les cas de figure. Absolument. Ça dépend de ce que chaque spectacle apporte. Hein. Les thèmes envisagés sont différents, mais en tout cas, c'est toujours comment je suis moi face à cela. J'ai parfaitement le droit de pas m'exprimer au cours du spectacle, évidemment. Qu'est-ce que j'ai envie de dire aux autres? Et chacun repart avec une réflexion simplement sur soi-même. Comment je suis moi dans le moment dans lequel je me trouve, dans la situation dans laquelle je me trouve, avec un risque d'être éventuellement contaminé. Alors voilà. Là, ce sont quand même déjà des jeunes, des lycéens, j'imagine. Oui, c'était des collégiens. Bon, on a un peu. Ah, des collégiens aussi. Ah oui, on a. Oui. Bon, c'est vrai que c'était plus difficile avec des collégiens. On a eu, je crois, des quatrièmes. Quatrièmes, ils étaient absolument tétanisés sur leur fauteuil, mais. Oui, c'est quand même très jeune. Hein. Très jeune. Oui. Néanmoins, ils entendent que des adultes ne sont pas gênés par rapport à parler de la sexualité. Ça aussi, c'est important, parce que quelquefois dans les familles, c'est difficile d'en parler. C'est difficile d'en parler avec ses copains. Il y a beaucoup de réactions de prestance. Et ils entendaient simplement que des professionnels de santé, mais aussi des humains comme eux, sont confrontés à des doutes, les aident à réfléchir, se posent des questions, n'ont pas toujours les réponses, mais les acceptent tels qu'ils sont. Et c'est peut-être cette acceptation-là qui faisait qu'on pouvait parler au fond avec des adultes, avec des personnes plus jeunes, et qu'ils sentaient à quel point c'était accepté sans jugement et tel quel. Voilà, dans le moment dans lequel on était. Et puis après, chacun repartait dans son fonctionnement, mais c'est vrai qu'en quatrième, on avait beaucoup de rires et de personnes très gênées, mais c'était intéressant, hein, il se passait toujours quelque chose et aucun spectacle ne s'est passé sans que quelqu'un monte sur scène pour défendre son idée avec les comédiens ou pour montrer quelque chose. Je crois que en 10 ans de spectacle interactif, j'ai vraiment côtoyé toutes les réactions, l'indignation, le mépris, l'acceptation de l'autre, parfois des réactions d'amour, hein, c'était étonnant, mais en tout cas toujours dans le dialogue. Et au bout d'un moment, on essayait de faire émerger ça et que les gens se parlent. Voilà. Et c'est un peu ce que vous faites tous les soirs, hein. Vous savez bien que je vous écoute régulièrement. Et c'est ça qui aide à comprendre l'autre. C'est qu'au fond, soi-même, on en est à certains moments dans certaines réactions.
Et puis à d'autres moments, ça va être différent. Et en fonction de l'autre, ça va être différent. Mais c'est tellement compliqué. Et l'autre peut être dans sa protection, dans une peur, dans un désir de plaisir simplement. Se parle et donc s'écoute. Voilà. Parce que c'est ça, on voit bien à quel point souvent on est dans la projection de ses propres sentiments, de ses propres émotions. Et donc on a du mal à se mettre à la place de l'autre. Et vous l'entendez aux réactions que vous avez évidemment dans certains sujets, hein, notamment les sujets qui touchent la santé. Mais je crois qu'il y a quand même dans l'inconscient collectif, il y a cette peur de la mort, de la maladie. C'est quelque chose de très fort qu'on rencontre dans le soin en général. Et c'est important de relier les gens à eux-mêmes, à comment ils sont, et peut-être qu'en entendant comment ils sont, simplement, sans les stigmatiser et surtout sans les montrer du doigt, simplement en acceptant ce qu'ils disent dans le moment, ça va peut-être permettre, dans cette confiance-là, d'entendre l'autre, de commencer à entendre que l'autre est différent, que l'autre peut avoir d'autres doutes, d'autres croyances, d'autres valeurs, une autre sexualité. Voilà. Oui, à condition qu'à un moment, ils arrivent aussi à se décentrer un peu d'eux-mêmes. Hein. Oui, ça c'est pas forcément facile. Hein. Ouais. En tout cas, je reçois un SMS qui dit tout ce débat, hein, le débat que nous avons eu, montre aussi à quel point le sida fait peur. Hein. Absolument. Encore, on voit bien. Et notre message dit tout ce qu'on entend, c'est le reflet aussi de la société actuelle. Certains comprennent les séropositifs, d'autres s'insurgent parce qu'ils ont peur aussi. Il y a beaucoup de peur. Il y a le valet de cœur qui disait, quand je vous disais que nous vivons cette émission, quelle démonstration. On voit chacun s'est impliqué. Vous vouliez dire aussi de trois petites choses plus techniques mais importantes sur l'histoire du préservatif, notamment quand Eddy disait mettre 2 préservatifs, vous disiez surtout pas. Hein. Voilà, ça c'est très vivement déconseillé. Le frottement de l'un sur l'autre risque de créer une rupture, hein, et c'est comme ça qu'on se fait contaminer. Voilà. Évidemment qu'il y a des ruptures de préservatifs, hein, quand il y en a un, puisque c'est ça qu'il faut faire. Il faut le mettre bien. Il y a des moyens d'avoir accès à comment mettre un préservatif. Oui. Il y a des associations qui montrent cela. Hein. Oui. Mais ce qu'on sait, c'est que le frottement des deux, oui. Alors pour les ruptures de préservatifs, il y a un traitement d'urgence, hein, qui peut être donné en milieu hospitalier dans les 48 heures. Il vaut mieux y aller le plus tôt possible. Dans les 48 heures. Dans les 48 heures, dans les services d'urgence, on donne un traitement d'urgence aux personnes qui ont pris un risque, qui est évalué dans une discussion intime et sous secret professionnel évidemment, avec un médecin et le patient qui vient. Voilà. Mais c'est anonyme, c'est gratuit et la personne a un traitement qui elle vient dans les 48 heures. Et on sait que les chances de ne pas être séropositif à l'issue de ce traitement sont bien plus importantes que le risque d'être séropositif si on ne fait rien. Voilà. Bien sûr. Mais écoutez, merci beaucoup pour votre témoignage, pour votre expérience. Hein, vraiment, c'est important. Je reçois encore un mail de Priane qui dit. Finalement, alors les séropos doivent vivre dans une véritable misère sexuelle, car le dire, c'est la plupart du temps s'exposer à un rejet, car une relation suivie ne pourra jamais s'établir puisqu'elle ne peut pas commencer. Et puis il y avait également une autre réaction qui dit que voilà, c'est
compliqué d'avoir un avis tranché sur la question tant qu'on n'est pas concerné. Mais Gabriel dit un jour, le virus arrive, rentre en frappant tellement qu'il saccage tout sur son passage, physiquement, intellectuellement, moralement parlant. Il ne vous laisse aucun répit. Ainsi, tout ce que vous pensiez savoir jusqu'alors est remis en cause. Voilà. Bon. Donc, en tout cas, Sergio dit un puits de sagesse, de tolérance et d'amour. Merci, Gabriel, et bravo pour ce que vous faites, vous dit Sergio. Merci beaucoup vous avez apaisé ce débat houleux. On va rappeler vous donner un petit coup de je vous remercie. Je vous remercie parce que il y a vraiment c'est le jeu. Je savais qu'en prenant le témoignage d'Eddie, ça allait susciter forcément des réactions comme ça, et que moi j'essaye dans cette émission de ne pas me projeter et de dire à sa place qu'est-ce que je ferais, parce qu'on ne peut jamais être à la place de l'autre, et de tenter d'expliquer pourquoi c'est compliqué, pourquoi on ne fait pas, au lieu de dire il ou elle aurait dû faire ceci ou cela, parce que dire juger est toujours facile à faire quand on n'est pas concerné par la situation. Essayer de comprendre ce qui est en jeu permet un petit peu mieux d'appréhender l'autre dans ses difficultés. C'est en tout cas ce que j'essaye de faire dans cette émission, mais on voit qu'il y a des thèmes où c'est plus compliqué. En même temps, je suis tout à fait convaincue que cette discussion-là, ce débat, etc., ça fait réfléchir des personnes. Bien sûr. Et ça, c'est essentiel. C'est essentiel. Ça viendra. C'est vrai que c'est difficile, et c'est difficile pour les personnes qui sont séropositives, pour lesquelles il y a beaucoup de rejet, c'est sûr. Mais ça viendra, et moi, je continuerai dans tous les domaines dans lesquels je peux travailler, d'essayer d'ouvrir ça et de continuer à vous aider si je le peux. Mais écoutez, avec grand plaisir, Gabriel. Un petit mail de Nicolas pour conclure qui dit, il a 17 ans, Nicolas, c'est un lycéen breton, il dit la séropositivité est un sujet tabou dans la société actuelle. Je trouve ça vraiment bien de pouvoir en parler librement dans cette émission. Aujourd'hui, de moins en moins de jeunes se protègent et c'est vraiment dommage de courir tant de risques. Merci d'évoquer des sujets vraiment indispensables comme celui-là, nous dit Nicolas. Et le numéro de SIDA Info Service 0800 840 800 0800 840 800 pour toutes les questions que vous pouvez vous poser. Merci Gabriel et à bientôt. Merci Caroline. Au revoir. Caroline Dublanche. Bonsoir Françoise. Caroline. Bonsoir. Merci pour vos émissions. Alors voilà, moi, je vous appelle parce que je vis depuis 18 ans avec un homme qui a été reconnu psychopathe à tendance schizophrénique. Et 18 ans avec des hauts, des bas, des dépressions, des crises, des moments euphoriques. Dans quel cadre a-t-on porté ce diagnostic ? En 94, il a eu une très forte crise où il a cassé tout l'appartement, tous les meubles, tout le salon, séjour, chambre à coucher, cuisine. Donc il a été hospitalisé d'office pendant une bonne année. Et puis je l'ai recherché en 95 parce que je ne savais pas exactement où il était. Nous n'étions pas mariés à l'époque. Et je l'ai retrouvé, j'ai écrit à son psychiatre pour demander si je pouvais reprendre contact avec lui. Je n'ai pas obtenu de réponse, donc j'ai passé outre. J'ai réussi à le faire revenir à la maison en me disant qu'il n'était pas mauvais, qu'il était soigné, puis qu'il avait des bons côtés. Il n'était pas toujours violent. Et la vie a continué comme ça. Nous nous sommes mariés en 97. Et il ne travaillait toujours pas. Il s'occupait
pas beaucoup l'esprit, pas beaucoup les mains, et puis bon, ça tournait toujours dans sa tête. Et puis la vie a continué, j'ai supporté, je prenais les bons moments et les mauvais moments, j'essayais de les oublier. Et puis depuis l'année dernière où il a fait un stage, parce que mon mari était alcoolique en plus d'être... donc il avait quand même arrêté de boire pendant des années. Et puis l'année dernière, il a fait un stage de mise à niveau. En fait, il s'est trouvé avec des gens qui buvaient et il s'est remis à boire. Et puis comme on lui avait trouvé un diabète de type 2, il en a fait une psychose. Il ne pensait plus qu'à ça. Mais il faisait tout le contraire de ce qu'il fallait faire pour soigner son diabète. Donc en fait, il se piquait le bout des doigts 15 fois par jour. Fallait plus sortir parce qu'il risquait de faire un coma. Enfin, tout tournait autour de son diabète. Et puis là, cette année, franchement, ça s'est aggravé. Ça a pris des proportions. Il était de plus en plus agressif, violent dans ses actes et dans ses paroles. Au mois de juillet, il a été tellement... il m'a fait tellement peur que je me suis sauvée avec mes 3 petits chiens. J'ai passé la nuit à l'hôtel. Je suis rentrée 2 jours plus tard, mais accompagnée parce que j'avais peur de lui. Puis à partir de ce moment-là, je me suis dit, c'est plus possible. Je peux pas continuer à vivre avec lui. Donc, j'ai laissé passer les semaines. J'ai essayé de mettre un petit peu d'argent de côté parce que je ne pouvais pas partir comme ça, sans rien. Et on ne se parlait pratiquement plus. Chacun faisant sa cuisine à part. Chambre à part depuis des années, de toute façon. Et au mois de novembre... après une discussion à nouveau très violente, je lui ai dit que j'allais partir. Et là, il m'a dit, tu peux partir. Vulgairement, naturellement, il n'a pas dit gentiment. Et j'ai fait les démarches pour avoir un appartement. Oui. Et il n'a pas vraiment cru. Mais au bout de 15 jours, c'est arrivé il y a un mois. Il est rentré dans ma chambre, il était minuit, mais alors d'une violence, et il a dit qu'il allait me tuer. Donc j'ai vraiment eu peur, parce que je dormais et j'ai vraiment... Il m'a dit de partir chez ma fille, de foutre mon camp, voilà, il me l'a dit comme ça. Mais vous êtes parti là? Là, Pardon, vous êtes parti là? Oui, là je suis partie. Là je suis vraiment partie. Je l'ai laissé descendre au premier étage, au rez-de-chaussée, et j'ai eu le temps d'appeler ma fille pour qu'elle appelle la police. Oui. Parce que là, il tapait dans les portes, dans les murs. Je connaissais sa violence, j'ai vraiment eu peur. Je me suis habillée et j'ai pris mes 2 chats, mes 3 chiens et je suis sortie. Voilà, vous êtes partie. Ah oui, donc, d'accord. La police est arrivée entre-temps, l'a fait sortir en lui demandant ses papiers et ils l'ont cloué au sol, ils l'ont emmené et ils m'ont dit de prendre mes affaires et de ne pas revenir dans la maison. Donc au matin à 6h30, après avoir vidé une partie de la maison comme je pouvais, avec mes affaires, je suis allée au commissariat de police lui porter des vêtements parce qu'il était parti sans rien. Et là, ils m'ont fait déposer une main courante. Là, je suis partie... oui, c'est normal, oui. Pardon ? C'est normal, oui. Oui, ça c'est... Puis il fallait que je le fasse parce que je savais que si je le faisais pas, je pourrais pas franchir le pas. Donc je suis partie me réfugier à 20 km de chez moi, chez mon fils, et puis j'ai cherché un appartement et j'ai pas donné signe de vie. Et lui a appelé partout pour dire qu'il fallait pas que je fasse la morte, qu'il fallait que je revienne et tout. Donc comme il embêtait mes enfants, je l'ai appelé en lui disant que je reviendrai pas. Je reviendrai pas, et puis que j'allais mettre... commencer une bande de divorce que j'ai fait immédiatement. Oui. Je ne voulais pas au départ, je voulais juste une séparation de corps et de biens, mais l'avocat a dit que c'était pas bien, que
je serais toujours obligée de lui venir en aide, qu'il fallait trancher. Donc j'ai tranché. J'ai fini par le revoir, mais dans un lieu public parce que j'avais peur de lui. Et puis, au fil des jours, je l'ai aidé dans ses papiers. Je lui ai répété que je ne reviendrais pas. Je l'ai reçu chez moi, pour lui faire voir que c'était fini, et là je l'ai vu dégringoler. Je l'ai vraiment vu partir au fond. J'essayais de lui remonter le moral, de lui dire de changer d'appartement, de recommencer une nouvelle vie, de se faire soigner, d'en parler avec son psychiatre et tout. Et apparemment, il n'était pas écouté. Je sais qu'il n'était pas écouté. Je sais que son psychiatre ne l'écoutait pas. Ça, et c'est ce pourtant, qu'il il a vous dit. beaucoup changé. Il a perdu 10 kilos. C'est visible sur son visage. Il appelait le SAMU tous les 15 jours parce qu'il se sentait mal. Il allait à l'hôpital pour 24 heures. Et on le laissait repartir, quoi. Et là, dimanche soir, je l'ai vu samedi après-midi. Dimanche après-midi, il est passé chez moi. Et dimanche soir, il m'a appelé en me disant je vais mettre fin à mes jours. Je peux pas rester tout seul ici, je peux pas rester tout seul. Je suis perdue, je sais pas quoi faire. Enfin voilà, mais c'est toujours je. Eh oui. À aucun moment, il n'a dit qu'est-ce qui nous arrive. Il dit toujours qu'est-ce qui m'arrive. Oui. Voilà, toujours lui. Eh oui, mais la vie, il a toujours tourné qu'autour de lui. Oui, mais est-ce que ça remet en cause votre décision ou pas? Ah non, ça remet pas en cause ma décision. Je suis bien décidée. Je suis bien comme je suis là. Je veux pas revenir avec lui. Je veux qu'il soit soigné, mais je veux plus qu'il compte sur moi. Il faut qu'il fasse une coupure avec moi, sinon il avancera jamais. Bon. Mais ça, j'arrive Alors, pas si à vous lui... voulez qu'il fasse une coupure avec vous, Françoise, oui, il va falloir arrêter d'être en contact avec lui comme vous le faites. Voilà, exactement, c'est ce que je pense. Donc, je vais déjà redéménager. J'ai déménagé il y a un mois. Je vais repartir un peu plus loin pour qu'il passe pas tous les jours devant chez moi quand il... Non. Voilà. Oui. Hein? Oui. Donc, au 1er janvier, je dois redéménager. Et puis, il va tout faire pour vous retenir. Surtout s'il sent, quand vous lui dites il faut que tu te soignes. Bon, écoutez, tout le temps où vous êtes resté avec lui, il se soignait pas forcément dans le fond. Hein. Et c'est difficile parce que s'il a une personnalité psychopathe avec en plus des tendances schizophréniques, enfin c'est lourd. Hein. Oui, donc c'est même étonnant que vous ayez tenu autant d'années. Enfin la violence dont vous parlez, c'est assez effrayant et heureusement pour vous que vous êtes sortis de cette relation. Oui, j'en ai déclenché une fibromyalgie. De toute façon, c'est dû à tout ça. Donc moi là, arrivé à 60 ans, je me suis dit si tu pars pas maintenant, oui. Tu vas partir les pieds devant parce que là je me sentais vraiment couler au fond. Hein. Il m'entraînait. Hein. Et c'est grâce à j'ai 3 petits chiens et 2 chats persans et c'est grâce à mes animaux que j'ai réussi à tenir. Parce qu'ils me retenaient à quelque chose. Et là dimanche, je suis montée avec un ami à la maison. Je lui ai fait son sac. Je lui ai dit maintenant tu viens, on va appeler le SAMU et tu vas te faire soigner à l'hôpital psychiatrique. Mais il faut que tu y ailles de toi-même. Parce que c'est toujours pareil, j'ai rencontré son psychiatre avec lui, mais qui... ça fait 6 mois qu'il lui promet une psychologue, qu'il lui promet l'hôpital de jour, et puis il n'y a rien qui vient, quoi. Donc j'ai dit là tu y vas, si tu n'y vas pas, je fais une hospitalisation d'office. Non, mais Françoise, là, vous pouvez pas à la fois vous séparer de lui et dire que finalement, votre vie, maintenant, vous prenez des chemins différents et à la fois intervenir dans sa vie en demandant une hospitalisation d'office parce que sinon,
il va rentrer dans un chantage relationnel et affectif vis-à-vis de vous. Eh oui, c'est ce que je pensais. C'est-à-dire qu'il va vous demander d'être à la place de sa mère, d'une soignante. C'est paradoxal. Vous comprenez ? Oui, oui. À la fois, vous dites, bon, voilà, je me sépare de toi, et puis en même temps, vous intervenez, et de quelle façon ? En demandant une hospitalisation d'office. Eh bien oui, parce que c'est les médecins de l'hôpital qui m'ont demandé, parce que ils me disent qu'il peut attenter à sa vie, qu'il peut être dangereux, alors que... Mais moi, je l'ai déjà fait. Ah d'accord, ils vous ont demandé ça quand ? Alors, ils m'ont demandé ça il y a 3 semaines. Il y a 3 semaines. Et finalement, ils m'ont rappelé en me disant, bah non, son état ne suscite pas une... Bon, bah alors j'ai dit, pourquoi vous me l'avez demandé ? J'ai dit, bah écoutez, parce qu'ils l'ont vu entre-temps. Pardon ? Ils l'ont vu entre-temps. Ah oui, parce lui-même avait appelé le SAMU, il est resté 24 heures à l'hôpital, et moi... Mais ne voulant pas rester plus. Non, il voulait pas partir. Et il n'a pas de famille qui pourrait faire cette démarche pour lui ? Enfin. Si, il a un père, il a un frère et 2 sœurs, mais personne ne... Moi, j'ai téléphoné à sa sœur en lui demandant d'appeler un peu son frère. Elle me dit, mais pourquoi faire ? Ben, je dis parce qu'il a besoin de parler, et moi, je m'en vais. Alors, est-ce que vous ne pourriez pas dire au médecin, maintenant, bon, je me suis séparée, et dire, ben voilà, prenez contact avec sa famille. Voilà, c'est ce que j'ai fait. Le père est peut-être un petit peu âgé, c'est un monsieur qui doit avoir les plus de 80 ans. Non, il a 67 ans. Ah, il est plus jeune que vous alors. Ah oui, bon, bah alors prenez contact avec sa famille. C'est-à-dire que si ça nécessite effectivement une hospitalisation à la demande d'un tiers, étant donné son état psychique, que le médecin se tourne vers sa famille. Là, bon, ils se sont tournés vers vous parce que vous étiez sa femme, mais vous l'informez de votre nouvelle situation. Et à ce moment-là, qu'il se tourne vers la famille de ce monsieur. Oui, j'ai été claire là-dessus, je leur ai dit. Hein. J'ai été bien claire, je leur ai dit que j'étais séparée. Je pense que ça serait plus... Peut-être... il y aurait moins de confusion. Oui. Mais la famille ne veut pas s'en occuper. Oui, mais s'ils sont contactés par l'hôpital, par les médecins, ça peut avoir plus de poids. Ah d'accord. Enfin là, il a accepté, dimanche soir, il a accepté de partir. Hein. Il est parti là, il est dans un hôpital psychiatrique. Hein. Il a accepté de lui-même. Parce que j'ai été tellement claire et puis que aux urgences, je n'ai pas voulu rester. J'ai dit à l'infirmière que j'avais rien à faire là, qu'on était séparés depuis 1 mois et que franchement, je n'avais rien à faire là. Donc, il a accepté. Il est parti dans la nuit de dimanche à lundi. Et je n'ai pas téléphoné. Hein. S'il a des tendances psychopathes, enfin, s'il est psychopathe, il va effectivement refuser toute prise en charge, enfin, et avec des comportements comme ça violents. Bon, donc il faut vous protéger. Voilà. Bon, moi, je pense que j'ai. Il faut vous protéger et pour que vous soyez un peu au calme et je crois. Pendant un temps, attention parce que il va revenir vers vous, hein, il va revenir à la charge. Oui, hein. oui. Donc le faire venir chez vous et tout ça, non, c'est pas une bonne idée. Hein. Non, c'était ça au départ. C'était, je me suis laissée un petit peu attendrir, mais oui, mais attention, parce que maintenant non, j'en suis même arrivée à ne même pas culpabiliser. Je veux dire, je suis soulagée, j'ai un poids mais je comprends bien sûr, mais il faut que vous fassiez quand même attention à vous, que et lui a des comportements où il est très centré sur lui, hein, c'est bon, n'attendez pas de lui un soutien, ça va être lui, oui, donc pensez à vous là maintenant. Et poursuivez votre démarche et laissez, ne voyez plus que le côté, la démarche juridique avec lui. Évitez contact téléphonique, non. Vous pouvez pas à la fois le prendre en charge et vous séparer. Oui, ça, exactement. C'est bien ce que je pensais. J'espère que là-bas où il a déjà été,
plusieurs fois à l'hôpital psychiatrique. J'espère qu'ils vont le prendre au sérieux et qu'ils vont le soigner, qu'ils vont vraiment certainement, prendre en charge, vu quand même ce qu'ils vous disent, vu qu'ils ont parlé éventuellement d'hospitalisation, enfin ils se rendent compte quand même de sa personnalité. Hein. Oui, et puis dans cet hôpital, il est quand même suivi dans l'hôpital psychiatrique depuis 94. Hein. Oui, et puis il a quand même, quand vous avez été le rechercher, il est hospitalisé depuis un an, hein, donc on voit quand même qu'il y a une lourdeur derrière, au niveau de la pathologie. Hein. Oui. Bon, donc pensez à vous maintenant. Hein. Plus son infirmière. Et c'est bien normal que je culpabilise pas, c'est bien. Tout à fait. Oui, vous avez beaucoup donné là. Il est temps que vous vous occupiez de vous. Je pense. Oui, vraiment. Que j'ai beaucoup donné et qu'il faut que j'avance moi de mon côté. Bien sûr, vous n'êtes pas responsable de la souffrance et des troubles du comportement de cet homme. Hein. Non, vous n'en êtes pas à l'origine. C'est bien plus loin que ça. C'est bien plus profond. Oui, je pense que ça. Bien sûr, mais ça date ça s'est construit très précocement, ça. Hein. Oui, vers l'âge de 7-8 ans, d'après ça. En tout cas, vous n'êtes évidemment pas en cause, hein, Françoise. Donc pensez à vous. Bon courage en tout cas. Merci Caroline. Au revoir Françoise. What's up? Un petit message de Nelly, un message d'encouragement qui dit quelle tolérance, quelle patience et quel amour vous avez eu Françoise jusqu'à ce jour. Maintenant, il faut peut-être vous protéger et vivre sereinement, c'est sûr. Oui, il n'y a pas de culpabilité à avoir vraiment, hein, ma chère Françoise. On accueille Dominique. Bonsoir Dominique. Oui, bonsoir Caroline. Et on va conclure avec vous. Vous vouliez revenir sur le témoignage d'Eddie. Oui, en qui a démarré l'émission. Oui, en effet. Au moment où Petite Plume a appelé, le débat est devenu un peu plus passionné. Il est évident que dans l'absolu, je suis séropositif depuis 19 ans. Donc je suis traité en trithérapie. Cela se passe très bien maintenant. Les traitements sont supportés de manière assez satisfaisante. De gros progrès ont été effectués. Il est évident que lorsqu'une relation débute, il est évident que nous devons en parler, quoi. Nous devons l'annoncer, annoncer le fait que nous soyons l'on est séropositif. Mais il est vrai qu'à l'heure actuelle, c'est encore très très mal perçu et nous sommes considérés un peu comme des gens qui nous faisons peur. C'est très impressionnant l'attitude des partenaires et des gens que l'on peut côtoyer, que l'on connaît à peine, enfin que l'on connaît un peu, et qui apprennent la séropositivité. Ils ont encore une attitude de retrait, de méfiance. C'est cette ambivalence. Nous avons envie justement d'en parler, mais la réaction des gens fait que nous devons le taire, quoi. Le quotidien, j'ai même plusieurs exemples dans le milieu médical. Au niveau d'ophtalmo, j'ai consulté 2 ophtalmos. Je devais être opéré. Une intervention au niveau des yeux devait avoir lieu. Lorsque l'ophtalmo a appris que j'étais séropositif, il n'était absolument plus question de m'opérer. Ah bon? L'intervention ne pouvait plus avoir lieu. Bon, la raison, il ne m'a pas donné la raison, mais il n'était plus possible alors qu'il était tout à fait... cette intervention était tout à fait banale et tout à fait faisable, quoi. Oui, donc vous pensez que c'est directement lié, évidemment. Il n'y avait aucun obstacle jusque-là et... Absolument. Oui. Absolument, même au milieu. Oui, donc même... Chez les médecins, vous savez, tous les médecins ne sont pas formés, ne sont pas au fait de cette affection. Et nous sommes confrontés à cette attitude-là, ces réactions au quotidien, quoi. Et il est vrai que nous devons être prudents pour nous protéger, quoi. Et c'est l'évidence. Pour vous protéger, vous voulez dire d'éventuelles réactions
Oui. Ça, oui, parce que comme on parle de protection, on est à deux niveaux. Négative et violente, quoi. Et discriminatoire. Oui, alors qu'au fond, vous aimeriez, bien sûr, en toute honnêteté, vous aimeriez pouvoir en parler. Exactement, oui. Voilà, tout à fait. Vous avez même dit au standard, il serait de notre devoir d'en parler. Voilà, tout à fait. Ouais. Et comme disait Petite Plume tout à l'heure, c'est vrai que l'on a envie, mais Bien l'on sûr. connaît la réaction. Et Là aussi, il y a de la peur, finalement. Comme vous disiez tout à l'heure, tant que l'on n'est pas confronté à ce problème-là, on ne peut pas envisager, quoi. Oui, je ferai ci, je ferai là, à sa place, je ferai, mais non. Lorsque l'on est confronté au problème, il est évident que c'est vraiment très très difficile, quoi, à vivre au quotidien. Donc on est absolument obligé pour mener une vie à peu près normale, de le garder pour soi, quoi, voilà. Et de le divulguer le moins possible. Au début, pendant 5 ans, j'ai suivi une psychothérapie, un psychiatre qui était dans un centre justement traitait justement les séropositifs. Il m'avait fortement déconseillé de le divulguer, d'en parler, quoi, assez facilement, assez rapidement. Il fallait le garder et n'en parler que lorsqu'on était absolument sûr de l'interlocuteur. Et de la relation qui s'était installée. Oui, il fallait que je viens d'avoir un message d'Eddie, là, justement, au 721, qui dit, qui remercie tous les intervenants de ce soir, et qui dit, j'ai réussi à voir mon ami ce soir au téléphone, et Eddie le voit demain. Voilà, merci beaucoup, Dominique, de votre témoignage. D'ailleurs, récemment, j'ai été vacciné pour le virus de la grippe H1N1. Oui. Et ça s'est passé normalement. Le médecin qui vous voit avant, a été très compréhensif, il n'y a aucun souci. Et j'ai consulté le médecin qui me suit à l'hôpital pour le bilan. Il m'a demandé comment cela s'était comment très vite, parce qu'il faut qu'on termine. Et il m'a dit parce que nous avons énormément d'autorisations à signer à cause de refus. Pour les personnes séropositives. Exactement. Lorsqu'ils annoncent leur séropositivité, c'était un refus absolu. L'hôpital était obligé de donner de prouver que le vaccin n'était pas incompatible. Voilà. Et encore à l'heure actuelle, quoi. Je comprends pas bien. Refus parce que le vaccin ne serait pas compatible avec la séropositivité. Le médecin que l'on voit avant le vaccin, avant d'être vacciné, nous voyons un médecin pendant quelques minutes, qui pose certaines questions. Lorsque ce médecin-là apprend le patient, est séropositif, il refuse systématiquement l'injection. Mais parce que il y a une contre-indication ? Non, absolument pas. Ah non, c'est parce que le médecin ne veut pas prendre le risque d'une piqûre. Voilà. D'accord, c'est pas parce qu'il y a une contre-indication avec la séropositivité, c'est parce qu'il y a le risque le médecin ne veut pas prendre le risque de la piqûre, de piquer une personne contaminée. C'est l'ignorance des médecins. D'accord. Ils ne prennent pas ce risque-là. Alors on m'est tombé dessus tout à l'heure, plus tard, quand je parlais de stigmatisation encore des personnes. Bon, écoutez, malheureusement, voilà, votre témoignage et combien d'autres pourraient illustrer cela. Nous sommes confrontés au quotidien, quoi. Et c'est toujours être toujours très très vigilant, quoi. Ne pas se laisser aller, ne pas. Bon courage Dominique. Merci d'être intervenu sur l'antenne. Merci de votre témoignage. Au revoir. Je vous embrasse, je vous souhaite une très belle nuit, faites de jolis rêves. On se retrouve demain.